Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Il y a ces moments dans une vie qui font l'effet d'un déclic. C'est ce qui m'est arrivé en lisant Leïla Benoît, la pédopsychiatre, sociologue, chercheuse et auteure du livre Infantisme. Cet essai interroge notre rapport en tant que société aux enfants et jeunes et met en avant le phénomène de l'infantisme, ces préjugés envers les enfants qui nous font croire qu'ils nous appartiennent et que nous pouvons tout contrôler chez eux. Nous avons exploré les pistes pour sortir de cette société de l'infantisme et j'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Leïla. Bonjour. C'est un grand honneur de vous recevoir au micro de ce podcast. Je vous ai découvert grâce à votre livre récent intitulé Infantisme aux éditions du Seuil. Pour vous présenter brièvement, vous êtes pédopsychiatre et sociologue au Yale Child Study Center et chercheuse associée au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'INSERM. En définissant tout au long de votre essai le terme infantisme, vous m'avez totalement conquise sur le combat que l'on doit tous mener pour défendre le droit des enfants. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est l'infantisme ? Oui, alors l'infantisme, c'est une proposition de traduction française d'un mot qui existe déjà en anglais, qui s'appelle childism, et ça définit les discriminations et les préjugés qu'on peut avoir contre les enfants et les adolescents du simple fait de leur statut d'enfant et d'adolescent. Donc c'est toutes les idées négatives, les croyances qu'on a, si vous voulez. Parfois, on est un petit peu discret là-dessus, si vous voulez, mais toutes ces idées négatives qu'on peut avoir et ces préjugés sur les enfants et les adolescents. Pourquoi est-ce que ce concept vous a intéressé ? Alors, ce concept m'a intéressée parce que je l'ai découvert en arrivant aux États-Unis, alors qu'ici, il est connu depuis les années 70. Et je me suis dit, c'est vraiment fou parce qu'en fait, c'est complètement ça. Bien sûr que les adultes ont plein d'idées toutes faites et négatives sur les enfants et adolescents. C'est quelque chose que j'avais déjà perçu quand j'étais enfant moi-même. Et puis, je suis professionnelle de l'enfance puisque je travaille comme pédopsychiatre. Donc, je travaille beaucoup avec des familles, avec des enfants. Et je vois bien qu'on ne les prend pas très au sérieux et qu'on a tout un tas d'attitudes envers eux qui sont très négatives. Donc, finalement, découvrir ce mot a permis pour moi de mettre un terme sur une réalité que j'observais déjà. Et vous savez, c'est toujours de la même manière. Quand on a enfin un mot pour décrire quelque chose dont on se doutait bien, qu'on sentait bien, et ça nous permet de le penser plus clairement. Et ça nous permet de dire, en fait, ça existe vraiment et en fait, on pourrait faire des choses. Donc, c'est dans cet esprit-là que j'ai approfondi la question, recherché, lu, et puis je me suis dit, mais en fait, il nous faudrait un mot en français. Et on n'a pas exactement de mot pour ça. Et donc, c'était l'idée de ce livre, de pouvoir partager ce mot en français. Est-ce que vous auriez des exemples des préjugés qu'on a vis-à-vis des enfants ? Oui, bien sûr. Alors, la raison pour laquelle je m'y suis intéressée, c'est parce que le cœur de mon travail de recherche, c'est sur l'urgence climatique et les actions des enfants et adolescents pour à la fois préserver leur santé mentale et puis agir pour le climat. Et c'est un champ où on voit beaucoup d'infantisme. On a bien vu avec Greta Thunberg ou avec les manifestations des enfants et adolescents pour le climat qu'ils étaient très vite discrédités. Qu'on s'intéressait à des détails au lieu de s'intéresser au fond de leur discours. Par exemple, oh là là, ils sont encore dehors, ils ont raté l'école, ou quand même ils sont gonflés de nous faire la morale sur la planète alors qu'en fait ils aimeraient bien aussi avoir un smartphone. Si vous voulez, on a une tendance comme ça à balayer des inquiétudes des enfants et adolescents comme s'ils n'étaient pas vraiment des citoyens. Comme si ce qu'ils disaient, ça ne nous intéressait pas tant que ça. Et donc, dans mes recherches, moi, j'en suis arrivée à me rendre compte que c'était probablement une des raisons aussi pour lesquelles on prend du retard sur l'action climatique, parce qu'on n'arrive pas à considérer si sérieusement que ça, en fait, leur inquiétude par rapport à leur avenir, à leur possibilité de vivre sur une planète qui soit habitable, à leur envie d'avoir peut-être leurs propres enfants. On reste quand même assez égoïste, si vous voulez.
Et dans votre livre, vous parlez des différentes formes d'infantisme. Est-ce que vous pourriez les représenter à ce podcast? Oui, alors les différentes formes d'infantisme, donc elles ont été décrites en premier par Elisabeth Young-Bruehl, hein, qui a donc écrit le livre Childism. Donc là, je proposais une traduction tout simplement de la manière dont elle l'a conceptualisé. Donc Elisabeth Young-Bruehl, elle était psychanalyste. Donc elle s'intéresse plutôt, si vous voulez, à l'intime des gens, à nos motivations inconscientes, à des choses qui sont quand même assez secrètes, assez profondes, hein, dans nos motivations. Donc la manière dont elle l'exprime, c'est de dire qu'on a trois formes d'infantisme. Une première qui est l'infantisme narcissique, qui est de se dire, en fait, on est tous à risque d'être un petit peu dépassés par nos enfants un jour. Donc c'est lié à des angoisses de supplantation. C'est-à-dire, je fais un enfant, bon, je l'aime bien, il est mignon, mais il est en train de grandir, et puis il va peut-être bientôt être plus fort que moi, plus beau que moi, plus intelligent que moi. Peut-être qu'un jour, il va me dépasser, me supplanter, peut-être même me tuer, hein, si vous voulez, c'est des fantasmes, hein, c'est des inquiétudes qui sont pas complètement folles non plus, puisqu'on sait bien dans l'évolution, quand on regarde un peu le règne animal, hein, que des fois, il vaut mieux ne pas vieillir, si vous voulez, que les jeunes pourraient être plus forts. Mais du coup, on a ces angoisses-là, en tout cas dans l'infantisme narcissique. Et du coup, la réaction par rapport à ça, à cette peur d'être renversé, remplacé, c'est d'essayer de contrôler au plus près les enfants. D'essayer d'en faire nos petits objets, nos petits soldats, et de les obliger à finalement correspondre à ce que nous, on veut qu'ils soient. Donc, si vous voulez, au quotidien, ça va être des remarques du genre oui, mais de toute façon, aujourd'hui, les enfants ou les ados, ils font pas ci, ils font pas ça, ils sont trop paresseux, ils sont pas assez travailleurs. Alors, vous avez aussi toutes les remarques qui commencent par moi à l'époque. Moi, à l'époque, j'avais 22 ans, j'avais acheté ma maison, etc., etc. Bon, évidemment, c'est des remarques qui tiennent pas compte, si vous voulez, du changement de contexte économique, du fait qu'on n'a plus le même pouvoir d'achat à 22 ans maintenant qu'avant. Donc il y a cette idée comme ça qu'ils font pas assez bien, que nous on était mieux. Et parfois il peut aussi y avoir de l'infantisme narcissique qui a l'air positif. Ça c'est quand on est très satisfait du petit enfant modelé à notre image, ou l'adolescent modelé à notre image. Donc c'est ah bah dis donc, c'est un vrai garçon, ou alors ah bah il est bien travailleur, il fait partie de la famille, etc. Donc c'est ce genre de remarques qui ressemblent à des compliments, mais vous voyez, c'est des compliments très étroits, c'est pas des compliments qui favorisent l'épanouissement, l'indépendance. C'est très conditionnel en fait. On est complimenté que parce qu'on remplit le rôle qui est attendu de nous. Voilà, donc ça, c'est l'infantisme narcissique. Ensuite, alors, les autres infantismes, donc il y a l'infantisme que Elisabeth Young-Bruehl qualifie d'infantisme hystérique. Alors, bon, ça, c'est ses termes, hein, moi, je vous les transmets. Elle dit que c'est plutôt donc l'infantisme qui consiste à renverser les rôles, c'est-à-dire l'adulte se comporte comme enfant et attend que l'enfant s'occupe de lui. Donc c'est finalement cet attendu qu'on peut avoir des fois, pour revenir sur l'urgence climatique, parfois on entend ce discours «Ah bah dis donc, la génération Z, ils sont super motivés, donc c'est bien, ils vont régler le problème». Bah, ça c'est de l'infantisme hystérique, si vous voulez, c'est se dire bah nous on va leur laisser la responsabilité et puis à la limite on les applaudira, mais surtout en fait on compte sur eux pour faire le travail à notre place. Et au quotidien, dans des familles, on peut voir des choses comme ça, hein, des fois des parents qui attendent que les enfants soient plus responsables qu'eux. Donc ça c'est l'infantisme hystérique. Et le dernier infantisme décrit par Young-Bruehl, c'est l'infantisme obsessionnel, où là, en fait, on est angoissé par en fait des angoisses d'être parasité. C'est-à-dire l'idée que les enfants et les ados, ils sont là pour voler nos ressources, un petit peu. Ils nous épuisent, ils nous fatiguent, ils nous font travailler pour eux, ils mangent tout ce qu'il y a dans le frigo alors qu'ils l'ont pas rempli eux-mêmes, si vous voulez. Donc c'est cette idée comme ça que ce serait un peu des parasites.
de la société et de leurs parents. Et on peut le voir énormément, cet infantisme obsessionnel. Il suffit de tendre un peu l'oreille, d'écouter entre les lignes dans ce qui se dit dans les discussions entre adultes ou dans les médias, pour rapidement avoir l'impression quand même que ce sont des boulets un petit peu, Ouais. et qui sont là pour nous pomper notre énergie, notre argent, nos ressources, Mm. etc. Ce qu'on a retrouvé aussi beaucoup récemment dans les médias français, c'est aussi l'image de l'enfant tyrannique. Tout à fait. Bah ça, c'est très narcissique, hein. C'est l'idée que dès que les enfants et adolescents ont une volonté ou expriment un point de vue qui ne correspond pas à ce qui nous arrange, à Mm. ce moment-là, on considère qu'ils sont gâtés, tyranniques, qu'ils prennent toute la place et qu'il serait grand temps d'ailleurs de les remettre à leur place. Ouais. Donc on a souvent cette tendance à revenir euh, à des normes qui sont très autoritaristes, hein, finalement, de dire l'enfant devrait nous obéir au doigt et à l'œil, et avoir un discours un peu réac dès Mm. que on entend des choses qui correspondent pas à ce qu'on voudrait entendre. Est-ce que dans vos recherches, vous avez regardé comment la France, elle se plaçait vis-à-vis d'autres pays comparables quant à ce terme d'infantisme? Est-ce que vous avez l'impression que on est particulièrement infantiste ou est-ce que c'est le cas de toutes nos sociétés modernes? Alors, c'est difficile de comparer avec tous les pays. Je peux vous donner des comparaisons avec des pays qui font un peu mieux. Mm. Euh, alors, aux États-Unis, ils ont le terme et ils Ouais. sont habitués à penser en termes de pouvoir entre groupes. C'est-à-dire, ils savent que la société est composée de différents groupes de personnes, que tout le monde n'a pas le même pouvoir et que c'est un petit peu la guerre quand même entre ces groupes. C'est une société, les États-Unis, où ils sont très inégalitaires, hein. Ils ont tout un passé extrêmement raciste. C'est encore une société qui est très raciste, qui est très Mm. inégale sur le plan des économique, hein. Il y a vraiment des très très riches, des très très pauvres, etc. Donc, elle est loin d'être parfaite, cette société, mais elle est très lucide sur elle-même. Et donc, ils arrivent eux-mêmes, les Américains, même les personnes qui viennent de groupes minoritaires, à savoir qu'ils font partie d'un groupe minoritaire. Et donc, ils ont l'habitude de se regrouper, de parler ensemble, de manifester, d'aller faire pression. Ils ont l'habitude de faire des procès ensemble, etc., etc., de s'organiser et de savoir que non, la vie n'est pas parfaite, tout le monde n'est pas gentil, et qu'il va falloir se retrousser les manches pour défendre ses intérêts. Et donc, dans ce contexte-là, où c'est une société qui est au courant que le sexisme, ça existe, le racisme, ça existe, l'homophobie, ça existe, etc., et ben, il y a de la place pour dire, bah oui, l'infantisme, ça existe aussi. Donc, ils sont assez ouverts à ça. Ce qui, pour moi, je trouve, est plutôt positif pour le long terme parce que ça ouvre en fait des possibilités de discussion. Mm. D'autres pays où il y a eu des politiques anti-infantistes qui ont été mises en place, même si le terme n'était pas forcément celui-là, c'est les pays scandinaves. Ça fait Mm. plusieurs décennies maintenant qu'il y a eu beaucoup de programmes d'explication pour les parents, pour les enseignants, sur le développement émotionnel de l'enfant. Et où l'idée c'est de faire une éducation qui est très bienveillante, très positive, et dont on voit les effets positifs dès maintenant. Ouais. Le Canada aussi est un peu dans la même veine. Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Et ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que pour bien comprendre en fait ce terme d'infantisme, vous faites des parallèles avec le racisme, comme vous en avez parlé, ou toute autre en fait discrimination sur des groupes minoritaires. Euh, Là, ce que je vois quand même quand je réfléchis à l'infantisme, c'est comment est-ce qu'on prend ce combat, notamment puisque là on parle d'enfants. Est-ce que les enfants eux-mêmes seraient capables de prendre ce combat, ou est-ce que en fait c'est à nous adultes de le défendre? Alors effectivement, vous touchez un point qui est difficile, c'est-à-dire qu'il y a deux problèmes vis-à-vis de l'infantisme. Le premier, c'est que les enfants eux-mêmes sont encore assez peu équipés pour pouvoir se défendre. C'est difficile de compter sur eux pour mener ce combat. Mm. Et l'autre problème de l'infantisme, c'est qu'on ne reste pas enfant toute sa vie. Ouais. À un moment donné, on devient adulte et donc on a tendance à oublier ce qui s'est passé. Beaucoup d'adultes oublient la manière dont ils étaient traités quand ils étaient enfants
Mm. Maintenant qu'ils sont arrivés quelque part, un peu comme des nouveaux riches, ils snobent un petit peu là d'où ils viennent, si vous voulez. Donc ils Mm. ont tendance à mépriser les enfants à nouveau et à très vite prendre la place de l'oppresseur, hein, Mm. sans avoir d'empathie pour l'enfant qu'ils ont été. Ouais. Donc c'est un deuxième problème. Euh, Alors que enfin, si vous voulez, pour le sexisme, la plupart des femmes restent des femmes, la plupart des hommes restent Ouais. des hommes. Mm. Pour le racisme, pareil, on ne change pas de Mm. minorité ethnique comme ça. Donc on a Mm. plus intérêt à défendre son bout de gras, si vous voulez, puisque ça va être pour toute la vie. Alors que là, on peut se dire, ah mais bientôt, euh, j'attends de devenir adulte pour pouvoir enfin faire ce que je veux. Et puis une fois que je Mm. suis adulte, j'oublie que j'ai été enfant. Ouais, c'est ça. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans votre livre. Vous dites: les décisions déterminantes pour notre pays sont souvent prises par des personnes éloignées du champ de l'enfance et détachées de leur enfant intérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, ce que je veux dire par là, c'est que parmi les personnes qui ont du pouvoir, alors c'est une généralité évidemment, on pourrait toujours regarder dans le détail et trouver des contre-exemples, mais parmi les personnes qui sont en tout cas attirées par le pouvoir, que ce soit du pouvoir politique ou par exemple d'être à des postes de direction dans des corporations, etc., c'est des gens qui ont mis énormément d'énergie dans le travail et dans l'envie de réussir et dans l'envie de se surpasser et même des fois de dépasser les autres. Et un des moteurs de cette énergie-là, c'est souvent des carences affectives. Quand on Hmm. regarde, c'est souvent d'anciens enfants qui ont été dans des familles très exigeantes, mais très peu aimantes, notamment en termes d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est ce que transmet le parent à l'enfant quand il lui fait comprendre qu'il est juste heureux que l'enfant existe, Ouais. que l'enfant n'a pas grand-chose à faire en fait finalement, qu'il n'a pas besoin d'être le meilleur de sa classe, de rentrer à l'ENA ou de monter une des prochaines boîtes du CAC 40 si vous voulez. Juste le parent est heureux de l'existence de son enfant. Et ça c'est un sentiment mais incroyable, enfin, c'est fondamental en termes d'amour. C'est quelque chose, soit on l'a vécu, soit on l'a pas vécu. Si vous Ouais, voulez. c'est vrai. Et enfin, beaucoup de parents sont pas vraiment capables de pouvoir donner cet amour inconditionnel. Donc, évidemment, il y a plus d'enfants qui n'ont pas reçu d'amour inconditionnel que d'enfants qui deviennent PDG ou président. Mais parmi ceux-là, en tout cas, c'est un moteur énorme pour arriver enfin à des positions de pouvoir, Hmm. soit dans l'espoir d'être enfin aimé par quelqu'un, par les autres, soit dans l'espoir de pouvoir contrôler les autres. C'est-à-dire, à défaut qu'ils m'aiment, au moins qu'ils me craignent, hein, ça c'est Machiavel. Donc c'est cette idée-là de pouvoir enfin être en position de décider ce qui se passe. Et ça fait malgré tout dans notre société, c'est pas que la société française, hein, c'est toute la société occidentale, enfin, Hmm. puis il suffit de regarder même le monde géopolitique, ça fait des gens qui ont énormément de pouvoir Hmm. alors qu'ils ont très peu d'empathie. Ouais. Alors évidemment, on peut parler des grands tyrans de ce monde, hein, on ne va pas forcément rentrer là-dedans, mais même à l'échelle, par exemple, d'une entreprise ou d'une unité ou d'une équipe, si le ou la chef d'équipe est quelqu'un qui n'a aucune conscience du fait que passer du temps ensemble, en famille, entre parents, entre enfants, c'est quelque chose de merveilleux et qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose de particulier ensemble, on a juste envie d'être ensemble. Hmm. Et ben, ça va être quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à comprendre que le présentéisme, c'est pas forcément bon pour la productivité ni pour la vie de famille, que les vacances, oui, c'est important, qu'il n'y a pas que le travail, si vous voulez. Hmm. Et donc, ça crée une mentalité comme ça où il y a très peu de place pour l'équilibre entre famille Ouais. et travail, et où on reproduit, en fait, on incite les gens qui travaillent sous notre autorité à finalement maltraiter leurs enfants d'une certaine manière, en tout cas ne pas leur donner euh, si vous voulez, la nourriture émotionnelle dont ils ont besoin et la présence dont ils ont besoin pour bien grandir. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de guérir ces adultes qui ont jamais bénéficié de cet amour inconditionnel malgré eux? Est-ce qu'il y a des choses à faire en tant qu'adulte pour être en paix avec ça? Oui, je pense que c'est vraiment possible de passer à une autre étape de sa vie et de changer. La première chose à faire, c'est de prendre conscience qu'on a manqué.
Et c'est vraiment l'étape la plus dure. Parce que beaucoup de ces adultes-là n'ont pas conscience de leur carence affective. Si vous voulez, il y a des traumas en plein et il y a des traumas en creux. Le trauma en plein, c'est on m'a frappé, on m'a tapé, on m'a abusé, on m'a dit des choses. Il s'est passé des choses dans ma vie qui ont été violentes et je m'en souviens. Le trauma en creux, c'est j'ai manqué de quelque chose que je n'ai jamais connu. Vous voyez que c'est quasiment impossible de savoir que ça nous manque si on n'en a jamais fait l'expérience. Donc la plupart de ces adultes-là sont pas conscients d'avoir manqué d'amour. Ils ont l'impression que leurs parents sont bien occupés d'eux, bah oui, ils les ont nourris, ils leur ont donné une éducation, ils avaient des valeurs, etc. Mais ils savent pas ce que c'est que d'avoir été aimé de manière inconditionnelle. Et donc, ça demande beaucoup de réflexion sur soi, d'ouverture, de simplement se dire ah tiens, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette nouvelle idée que je connais pas? Est-ce que peut-être que ça me concerne? À partir du moment où les gens se rendent compte effectivement qu'ils ont été très carencés sur le plan affectif, alors là, bien sûr, ils peuvent changer, bien sûr, ils peuvent chercher de l'aide. Et ça va consister notamment, des fois avec du soutien, hein, ça peut être avec un psychothérapeute, ça peut être avec des groupes, ça peut être en lisant simplement sur ces sujets-là. Ils vont essayer de se reconnecter à cet enfant-là et d'avoir de l'empathie pour leur enfant intérieur et de développer ses capacités émotionnelles. Vous dites aussi qu'il serait plus avantageux pour la société au global de prendre davantage de décisions politiques et économiques favorables aux enfants. Pourquoi ? Alors, l'idée d'investir dans les enfants, hein, là je parle vraiment d'argent. En fait, la politique, qu'est-ce que c'est? C'est de choisir où on met l'argent. Hein. Il est limité et on doit faire des arbitrages. L'idée, c'est de se rendre compte qu'une société dont les enfants vont bien, c'est une société qui va avoir un retour sur investissement énorme dans les décennies ou en fait dans le demi-siècle suivant. Avec des enfants qui sont en meilleure santé, qui deviendront des adultes en meilleure santé, qui ont une meilleure vie familiale, privée, moins d'instabilité, qui vont mieux réussir leurs études, leur travail, etc. Qui vont être en capacité, quand il y a des conflits sociaux, des conflits intercommunautaires, des choses comme ça, de pouvoir aller vers l'autre, en fait, avoir cette générosité, cet esprit d'accueil qui ne sont possibles que quand on va bien. Et donc globalement, si vous voulez, on y gagne. C'est-à-dire qu'en termes de productivité pour le travail, en termes de santé, en termes d'éducation, c'est vraiment un investissement incroyable en fait. Simplement, on est dans une société qui ne considère pas qu'accorder du temps aux enfants, c'est un investissement. C'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas et que quand on va voir un pédiatre qui a le temps de nous voir, que quand le médecin généraliste a le temps de voir ses patients, que quand les parents ont un congé parental, et tout ça, ça va faire un retour sur investissement. Qui ne considère pas que payer les profs bien, ça va être un retour sur investissement. Si, parce qu'en fait, si on paye les profs mal, tous les gens qui ont la possibilité de faire autre chose que prof, ils vont faire autre chose, puisqu'en fait, à un moment donné, les gens veulent être rémunérés correctement et valorisés. Et donc, finalement, on a des profs qui sont de moins bonne qualité. Donc, on a des élèves qui vont moins bien ou qui iront moins loin. Voilà, à tous les niveaux. Et puis, si vous voulez, pareil, là, je vous parle des profs un petit peu en sous-entendant à partir de la primaire. Mais même les éducateurs et éducatrices de jeunes enfants, la crèche, etc., il se passe pas rien de 0 à 6 ans, si vous voulez. C'est des moments qui sont incroyables pour l'acquisition du langage, pour les compétences de socialisation, et surtout, il y a des données qui nous montrent que certaines méthodes marchent et d'autres ne marchent pas. C'est pas les enfants, de toute façon, tant qu'on les occupe, ils vont grandir et puis ça ira bien. Non, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, ça s'appelle les sciences de l'éducation, qui nous montrent, qui ont fait des protocoles, qui ont fait des expériences, qui ont vu les impacts à court terme, à long terme sur le développement des tout petits enfants, la manière dont on leur parle. Donc il y a des techniques, donc ça veut dire qu'il y a des formations, ça veut dire qu'il y a des gens qui savent faire. Et non seulement on pourrait tous se former en tant que parents, si vous voulez, à être un peu plus attentifs à toutes ces choses-là, mais quand on laisse un enfant à la crèche, à la maternelle, etc., on pourrait se dire c'est quand même important que les adultes qui sont autour de ces enfants-là aient ces notions-là, soient compétents.
Bon, et ben, si on ne paye pas ces adultes-là, ben, on n'aura pas d'adultes compétents. Ouais. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour le long terme pour notre société. Euh, voilà, les coûts de santé qui sont liés à des accidents cardiaques, qui sont liés à du diabète, qui sont liés à tout un tas de problèmes professionnels, à des cancers qui sont par exemple liés à la cigarette, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être énormément diminuées par un développement émotionnel adéquat. Mhm. Si vous avez bénéficié de beaucoup d'amour, que vous avez été entouré, que vous avez pu apprendre à vous dépenser, à bien manger, etc., à aimer votre corps aussi, à le respecter, à respecter le corps de l'autre, et bah, vous aurez beaucoup moins tendance, si vous voulez, à trop manger, être en surpoids, compenser un mal-être par une addiction au tabac, etc., etc. Vous apprendrez à prendre soin de vous. Et en fait, ça, c'est des millions que la société économise ensuite, si vous voulez. Oui. Mais on n'a pas l'habitude de penser les choses à long terme. Mhm. Donc on continue à considérer que finalement s'occuper des petits enfants c'est un peu bah, c'est du babysitting quoi. Il suffit juste Ouais. que l'enfant soit à peu près propre, nourri et que voilà qu'il soit pas mort entre temps quoi. Mais bon c'est déjà bien quoi. On va pas faire plus. Bien sûr. Et ça fait un parallèle avec un autre épisode que j'ai réalisé avec un ex-enseignant de l'éducation nationale qui a publié un livre qui s'appelle L'ex plus beau métier du monde et qui parle de la décadence de l'éducation nationale et de ce point, notamment autour de la valorisation salariale des enseignants en France, et qui disait justement que le problème en France, notamment lui parlait du ministère de l'Éducation, était qu'on voyait l'éducation comme un coût et non comme un investissement. Je Et suis c'est 100% exactement ça. d'accord. Exactement. Et parce il y a pas de lien qui est fait entre ce coût-là et ce qu'on peut y récupérer beaucoup plus tard dans toute la vie adulte, en fait. Ouais. Dans votre livre, vous donnez plusieurs pistes pour sortir de l'infantisme. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-unes? Bah alors, une, on l'a déjà abordée, hein, c'est bah, commencer par rémunérer les enseignants. Mm. Euh, alors, sortir de l'infantisme, c'est avant tout un état d'esprit, si vous voulez. Il faut déjà Ouais, se bien rendre compte sûr. qu'il y a un problème. Mm. Mais oui, pour des solutions par lesquelles commencer, tout simplement, bah oui, déjà rémunérer les enseignants. Euh, de la même manière, pour la santé, moi je pense qu'il y a un vrai problème sur la santé des enfants et adolescents qui est que on ne considère pas que l'investissement en temps Ouais. pour leur santé est important. Et donc ça veut dire que tous les médecins qui voient des enfants, donc en fait il y a trois catégories, hein, il y a les pédiatres, les généralistes quand ils voient des enfants, et puis bah, les pédopsychiatres, etc., ou toutes les spécialités pédiatriques des autres spécialités médicales, se retrouvent à être finalement moins payés puisque le temps c'est l'argent si vous voulez, Mm. et qui doivent passer plus de temps à discuter avec les parents, à expliquer pourquoi tel comportement, telle alimentation est importante, pourquoi les vaccins, pourquoi il faut pouvoir parler de sexualité quand au début de l'adolescence et pas plus tard. Bon, toutes ces Mm. choses-là c'est du temps et c'est pas payé. Et donc, si vous voulez, c'est comme si bah, ça ne rapportait rien. En réalité, il faudrait pouvoir considérer que non, quand on prend ce temps-là d'explication, et bon, je vous parle des médecins, mais il y a les infirmiers, il y a toutes les personnes qui sont au contact hein, pour la santé des enfants, voilà, toutes les actions de prévention, et bien savoir que ce temps-là, c'est un investissement en fait. Parler, Ouais. parler des addictions, parler du consentement, parler de l'alimentation, parler du respect des autres, voilà, parler, enfin toutes ces choses-là, c'est du temps en fait, et c'est important. Mm. Ça ferait partie des choses à faire. Après, il y a des choses que je propose dans le livre qui sont vraiment pour ouvrir un débat, en fait. Ouais. Notamment la proposition d'accorder le droit de vote aux Mm. enfants. Alors, c'est intéressant puisque ça soulève beaucoup d'idées. Il y a des gens qui aiment bien, il y a des gens qui aiment pas trop, il y a des gens qui trouvent ça absurde, mais je pense que c'est une idée qui permet de réfléchir. Ouais. Que de se dire, est-ce que on doit vraiment considérer que c'est des sous-citoyens Mm. et que leur avis ne compte pas. Alors on pourrait dire ah ils sont trop petits, de toute manière ils comprennent rien. Bon bah peut-être, mais on n'a jamais empêché les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer de continuer à voter. Euh, Mm. si vous voulez, à l'autre bout de la vie, quand des fois nos capacités déclinent, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Mm. À aucun moment on décide qu'au-delà d'un certain âge, on n'est plus en état de comprendre ce qui se passe en politique.
Et même quand les personnes âgées sont des fois dans des situations de dépendance extrême, on va autoriser leurs proches à voter pour eux. À ce moment-là, on n'a aucune idée de ce que les proches vont choisir, si vous voulez. On fait confiance aux proches euh, en se disant, bah voilà, c'est probablement leurs enfants, ou en tout cas, c'est des gens qui tiennent à ces personnes, c'est celles qui vont leur rendre visite, si c'est des personnes qui sont en institution. On fait confiance en se disant, bah après tout, peut-être que ce deuxième vote donné à cette personne ira dans le sens de politiques qui vont aider cette personne âgée. A priori, peut-être qu'elles vont demander plus de place en institution, etc. Et ben, pour les enfants, on pense pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on considère tout simplement qu'ils sont incapables et donc qu'on va certainement pas leur donner le droit de s'exprimer, alors même que il y a quand même tout un temps même de l'enfance, si on dit que le droit de vote est jusqu'à 18 ans, où on pourrait se dire quand même, au-delà de 10 ans, ils sont pas idiots non plus. Enfin, ils pourraient commencer à avoir des avis et si c'est des avis informés, à pouvoir s'exprimer. Non, non, on attend 18 ans pile pour leur donner le droit de vote. Donc voilà, je pense qu'on est à la fois on les méprise énormément dans leur capacité naissante à avoir une opinion, à se renseigner, et on dramatise l'impact que ça aurait de faire voter des parents pour leurs enfants quand ils sont vraiment en bas âge. Un des impacts que je verrais directement du fait de faire voter des parents pour les enfants en bas âge, c'est de mieux représenter les familles et leurs besoins dans les politiques publiques. Et en fait, si vous voulez, ça augmenterait le poids de toute la tranche d'âge qui a moins de 45 ans quasiment, si vous voulez. Bien sûr. Ce qui représente en fait la moitié de la population. C'est-à-dire qu'on a la moitié de la population qui est sous-dotée en termes de voix par rapport aux problèmes qui sont prioritaires pour elle. Les gardes d'enfants, les congés parentaux, l'éducation, la rémunération des profs, parce qu'en fait, c'est leurs enfants qui sont à l'école avec des profs qui sont sous-payés, bon, toutes ces choses-là. Donc, en termes de politique, moi, je pense qu'on pourrait voir finalement des changements de priorité politique si on autorisait ce droit de vote des enfants. Est-ce que ce droit de vote des enfants existe dans d'autres pays? Alors, il y a eu des initiatives, en fait, il y a eu des projets pilotes qui ont été faits. Je peux vous renvoyer au livre de Adam Benforado, alors qui est en anglais, qui s'appelle A Minor Revolution, où il liste vraiment un certain nombre d'expériences qui ont été menées et qui sont intéressantes. Donc, en fait, il y a eu des essais pilotes et qui se sont bien passés hein, d'ailleurs. Et on pourrait tout à fait imaginer, par exemple, en France, de commencer par un essai pilote à l'échelle d'un département, par exemple, voir sur 5 ans, les enfants de ce département sont tous autorisés à voter. Voilà. Et voir est-ce que le ciel nous tombe sur la tête ou pas. Moi, je fais le pari que non. Ce qu'on vous dit aussi beaucoup, je pense, quand vous proposez cette initiative, c'est le point que potentiellement les parents instrumentaliseraient leurs enfants pour obtenir une voix de plus dans leur choix politique. Oui, alors moi je dis deux choses dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on se pose pas du tout la question pour les personnes âgées de est-ce que leur vote est instrumentalisé ou pas. Bon. L'autre chose, c'est cette crainte qui est pas complètement injustifiée, hein, que effectivement certaines familles font énormément d'enfants. Et souvent, le fait de faire beaucoup, beaucoup d'enfants et peut être pris dans un certain nombre d'idéologies religieuses, quelle que soit la religion d'ailleurs, hein, c'est souvent un peu trans-religion. Et donc, veut-on accorder plus de poids à ces groupes-là on voit bien, par exemple, dans d'autres pays, comme en Israël, par exemple, où ils ont eu beaucoup, beaucoup de poids électoral d'une partie de la population qui a une démographie très forte, que voilà, ça peut jouer. Bon, moi je pense que on s'inquiète beaucoup de ce sujet-là, alors que par ailleurs, on donne énormément de soutien financier à ces mêmes familles, notamment les allocations
les allocations familiales qui augmentent drastiquement à partir du troisième enfant, comme si le premier ne coûtait rien, si vous voulez, en fait, font partie d'une politique nataliste dont l'objectif en France est de maintenir un certain niveau de population, de pouvoir payer les retraites de la génération suivante, puisqu'on a un système qui est en fait une sorte d'endettement de la génération future pour faire vivre la génération actuelle. On pourrait imaginer d'autres systèmes, mais en tout cas, actuellement, c'est notre système. Et donc, on est très inquiet d'une baisse de population. Et donc, on donne beaucoup d'argent, si vous voulez, à ces familles-là, et tout en disant non, mais il ne faudrait pas les faire voter. Bon, moi, je pense qu'on pourrait déjà arrêter ces soutiens, en tout cas ces encouragements financiers, pour que ce soit moins rentable d'avoir 36 000 enfants, si vous voulez, et plutôt de s'intéresser à ceux qui sont là, hein, les premiers, les deuxièmes, etc. Et peut-être que ce serait du coup moins motivant d'en avoir autant, et donc on serait peut-être un petit peu moins inquiet de se dire, bah voilà, les parents peuvent voter pour leurs enfants, et on va pas vers si vous voulez, un renversement de la démocratie par des groupes très, très extrêmes et très minoritaires. Mmh. Ça me fait penser à un concept que vous avez développé dans votre livre que j'aime beaucoup. Vous parlez du concept de parentalité choisie et à quel point aussi souvent on fait des enfants pour des questions de statut social, notamment sur le nombre d'enfants ou même sur le fait d'en avoir ou pas. Est-ce que vous pensez en réalité qu'il existe encore beaucoup de parentalité subie? Oui, je pense qu'il existe beaucoup de parentalité subie. Alors là, c'est la pédopsychiatre qui parle, c'est-à-dire moi je vois beaucoup de parents, de familles, d'enfants et d'ados. Et beaucoup de parents sont devenus parents sans s'être vraiment posé la question de ce que c'était. Et c'est à ça qu'on voit la contrainte sociale, la norme sociale. Quand on fait des choses, des choix un peu en automatique comme ça, bah, souvent c'est qu'on a été un petit peu conditionné pour les faire. Donc beaucoup de gens, à l'approche du milieu de la vingtaine, du début de la trentaine, etc., bah voilà, font des enfants, comme ça. Ils savent pas trop ce que ça va être, mais ils ont déjà intégré, si vous voulez, cette idée que c'est une étape indispensable. Donc je pense qu'il y a plusieurs problèmes. Il y a déjà un problème qui est de considérer que les personnes qui n'ont pas du tout d'enfants, par choix, ont un problème. Il y a encore, enfin, si vous posez la question autour de vous, vous verrez, il y a toujours des gens qui vont vous dire non, non, mais en fait, c'est des personnes qui vont pas bien. Si elles allaient bien, elles voudraient avoir des enfants. Ou alors, si elles n'en veulent pas du tout parce que, en fait, elles adorent leur vie et elles veulent pas être embêtées, alors c'est de l'égoïsme. De l'égoïsme envers qui Est-ce que qui est qui est lésé, si vous voulez? La société, il faudrait qu'on fasse des enfants, mais alors pourquoi? Enfin, dans ce cas-là, quel est l'objectif? Dites-moi, est-ce que c'est de payer la retraite de la génération suivante? Je sais pas. Est-ce que la planète a vraiment besoin d'enfants supplémentaires? Je sais pas. Donc, si vous voulez, on a cette idée comme ça que ne pas avoir d'enfants du tout, c'est juste soit parce qu'on va très mal, soit parce on est complètement égocentré, quoi. Bon. Moi, je pense que on pourrait décider de ne pas avoir d'enfants si on n'en veut pas. Et l'autre aspect qui est un petit peu la suite, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a un enfant, on nous fait entendre qu'il faudrait en avoir plusieurs. Que vraiment c'est terrible d'avoir un seul enfant. Donc il y a vraiment cette idée encore que un enfant unique avec deux parents qui ont choisi d'avoir un enfant et qui l'élèvent bien, c'est un enfant terriblement malheureux. Ou alors un enfant gâté, ou en tout cas que vraiment ça fait du mal à l'enfant d'être enfant unique. En réalité, on pourrait s'intéresser à d'autres formes de relations pour cet enfant. Dans le voisinage, avec des amis, avec de la coparentalité avec d'autres parents. On peut tout à fait imaginer qu'un enfant qui est certes unique dans sa famille nucléaire ne soit pas un enfant isolé, désocialisé et gâté par ses parents. Donc on a plein de préjugés, si vous voulez. Donc du coup, les gens se retrouvent à faire 2 enfants minimum, parce que sinon ils n'ont pas l'impression, sinon on leur fiche pas la paix en fait, quoi, si vous voulez. Tant qu'ils n'ont pas fait le deuxième, ils n'ont pas le droit de respirer. Et puis voilà, bah, après ils ont fait 2 enfants, là ils ont le droit enfin de souffler. Encore que pour certains, il peut y avoir l'idée qu'une vraie famille, ça commence à 3 enfants, parce que sinon 2 enfants, c'est vraiment, oui, c'est un peu plan-plan, c'est pas encore assez foisonnant, si vous voulez. Et on a cette idée, alors qu'on est en
en 2023 qu'il faudrait que chaque famille ait plus d'enfants que de parents, comme si on avait vraiment besoin de... je sais pas, d'augmenter notre population humaine, enfin, comme si la planète était infinie, comme si les ressources étaient infinies, comme si on pouvait comme ça se multiplier de génération en génération. Bon, après, on vient d'une société judéo-chrétienne avec une culture très très forte de croissez, multipliez-vous, et on est encore très très impacté par ça, avec l'idée que voilà, l'abondance, c'est d'être plus nombreux à la génération suivante qu'à la précédente, mais c'est pas du tout adapté ni aux réalités de notre planète, hein, en général, ni forcément aux envies et aux besoins de parents qui, en fait, font d'autres choses au jour d'aujourd'hui que d'être uniquement parents. Les femmes travaillent, on demande, même là on est en train d'en parler, on demande une éducation qui est plus bienveillante pour les enfants. Il suffit pas de les faire et ensuite de les laisser grandir en plein air comme des poules, quoi, si vous voulez. On demande, chaque enfant maintenant est un investissement, donc en fait, on peut pas forcément en faire 36, en tout cas les parents doivent s'investir. Euh, on a de la chance que nos enfants soient en meilleure santé, donc on va pas en faire 12 parce que 8 vont mourir d'infection dans la petite enfance, si vous voulez. Donc tout ça a changé, mais on continue à pressuriser les familles, les parents, les jeunes adultes, pour qu'ils fassent plein d'enfants. Ce qui, je pense, contribue à un certain nombre de malheurs, mais qui sont pas assez peu corrélés. En fait, on fait peu le lien entre ces choses-là. Et quelle serait la solution? Ce serait de sensibiliser plus en amont ce que c'est que d'être parent? Je pense qu'on parle assez peu de ce que c'est que d'être parent avant d'être parent, effectivement. Qu'il y a une naïveté des nouveaux parents qui se lancent là-dedans sans savoir du tout ce que ça va être. Et qu'on pourrait tout à fait faire de la sensibilisation, oui. C'est possible. Et en même temps, moi, ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que vous parlez beaucoup de l'amour inconditionnel. Et je trouve qu'une fois qu'on ne l'a pas vécu, c'est toujours difficile de s'imaginer ce qu'il est vraiment. Oui, tout à fait. Quand on n'a pas vécu d'amour inconditionnel, on est bien en difficulté pour se le donner à soi-même et le donner aux autres. Voilà. Et on a plein de gens qui se lancent dans la parentalité sans avoir fait cette étape-là de vraiment être un adulte épanoui, qui se sent bien. Si vous voulez, il faudrait presque que, avant de devenir parent, on se soit déjà entièrement accepté et on soit entièrement à l'aise avec nous-mêmes, même sans enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Pouvoir se dire, bah, en fait, je suis bien avec moi-même, peu importe le travail que je fais, est-ce que j'ai une vie de famille ou pas, ou je suis bien dans mon couple si je suis en couple, ou je suis bien célibataire si je suis célibataire, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Combien d'adultes en arrivent à ce stade-là avant de se lancer dans les enfants? En fait, très 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 peu, je pense. Et beaucoup de gens se lancent dans les enfants en se disant, bah voilà, c'est ça qui me manquait, si vous voulez. C'est important, ça va compléter, c'est une case à cocher, quoi. Il me manquait ça, et une pièce du puzzle, et là maintenant, ça y est, je suis un vrai adulte. Je pense que si on prenait le temps de prendre soin de soi avant, évidemment, on porterait un regard très différent sur nos enfants. Et puis, peut-être qu'on n'en ferait pas autant parce qu'on se rendrait compte qu'en fait, l'important, c'est de s'occuper de ceux qui sont là. Ouais. Et puis d'aller bien soi-même. Et d'ailleurs, vous le soulignez parmi les premières solutions pour sortir de cet infantisme de nos cultures modernes, c'est justement de prendre soin de soi. Et je suis tout à fait alignée avec ça. On arrive déjà à la fin de cet échange. Bon, j'aurais encore pu vous garder très longtemps, mais il faut qu'on s'arrête. J'ai quand même une dernière question qui est la question rituelle du podcast. Qu'est-ce que vous souhaiteriez aux enfants d'aujourd'hui, les futurs adultes de demain? Eh bien, moi, je leur souhaite d'être considérés comme des personnes. C'est-à-dire, à la fois, bah, s'ils sont là, maintenant qu'ils sont là, de pouvoir ressentir cet amour, à la fois de leurs parents, mais puis aussi d'autres adultes, de savoir qu'en fait, bah, c'est un merveilleux bonheur que d'être sur Terre, en tout cas, on le souhaite, et chacun devrait pouvoir ressentir cet amour-là. L'autre chose que je leur souhaite,
c'est d'être autorisés à grandir et à se développer dans quelque chose qui les épanouit et qui fait sens pour eux. Voilà, moi je travaille beaucoup sur le changement climatique et je pense qu'on a un vrai boulevard là-dessus avec toute une génération qui a envie de contribuer, qui a envie d'améliorer les choses, qui a envie d'apprendre des métiers qui permettent d'avoir un impact sur le développement durable, qui a envie d'avoir une planète qui est vivable. Et en fait, je leur souhaite d'être soutenus dans cet élan-là, dans cette énergie, de ne pas être cassés, de ne pas être enfermés dans des normes, dans des attentes, dans des trucs qui finalement sont très arbitraires, mais de pouvoir aller vers quelque chose qui a du sens. Et puis voilà, je leur souhaite de connaître cette qualité relationnelle qui fait qu'on croit en l'humain et qu'on se dit qu'avec avec de la générosité, de l'amour, de l'attention, du respect, on va pouvoir y arriver en fait, tous ensemble. Voilà, je pense que si déjà ils font l'expérience de tout ça, ce serait déjà bien. Je suis d'accord. Merci beaucoup et à bientôt. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.